Bonjour à tous. Nous sommes visiblement en présence de vrais patriotes. Jouer à guichet fermé un samedi avec un tel beau temps, ça fait vraiment plaisir et merci beaucoup d'être venus si nombreux. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de papiers, mais c'est pour répondre sur des questions précises s'il y a des questions. Souvent, on me demande les notes après mes exposés. Alors, si vous arrivez à vous en sortir avec ça, donc voilà. Je vais essayer un peu de présenter les choses sous forme de thèse qui mérite évidemment discussion. Alors, sans vouloir dramatiser, je pense que l'heure est grave pour la Suisse. Et notamment, vous l'avez deviné, puisque c'est le titre, pour les rapports entre la Suisse et l'Union européenne. Alors, que faire dans une situation comme celle-là? Que faire? C'est une des grandes questions qui a souvent été posée. Alors, il y a une première chose que j'aimerais essayer de montrer, c'est à propos de la démocratie directe. On peut aussi l'appeler semi-directe, si vous regardez les images de la Landsgemeinde de Glaris il y a quelques jours, ça, évidemment, c'est encore plus direct que celle que nous connaissons. Mais quand même, l'essentiel, c'est que ce système politique est, à mon avis, d'une très grande richesse, d'une très grande actualité, et je pense que souvent on n'en est pas conscient à quel point elle est capitale, à quel point elle nous permet de résoudre des problèmes même très importants, à condition qu'on s'y identifie et qu'on ne fasse pas chorus avec des gens qui veulent toujours une neutralité dynamique, évolutive, une démocratie directe, mettre à jour, elle est fatiguée. C'est pas que vous avez des professeurs qui sont engagés à plein temps pour nous dire qu'on est fatigué de la démocratie. Je ne citerai pas trop de noms parce que c'est inutile et puis vous les verrez, vous mettrez vous-même un nom sur eux. Alors, tout à coup, on nous dit démocratie directe. Non, 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 ce n'est pas représentatif. Il faut des forums citoyens. Il faut des assemblées citoyennes représentatives. La démocratie directe n'est pas représentative. Alors, vous avez des professeurs, ces temps, ils se distinguent de manière plus nette. J'en ai connu toute une série, évidemment. J'ai été un peu seul dans ce milieu, mais c'est 100 fois plus terrible que ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai souvent plaint les centaines d'étudiants qui étaient dans des auditoires et qui devaient écouter certains profs. Je vous donne, vous savez, vous devinez que j'en ai marre de toutes ces critiques complètement infondées et qui ne réalisent pas dans quel système politique nous vivons. Je vous donne un seul exemple, et Dieu sait que depuis, il m'en a tellement voulu que dans ces amphithéâtres, il passe son temps évidemment à me critiquer au passage. Eh bien, c'est un professeur d'histoire de l'Université de Lausanne, il est à la retraite aujourd'hui, avec qui j'ai mangé une fondue une fois. Nous avions une soutenance de thèse commune, et il me dit, pendant la fondue, « Eh bien, tu sais, ce pays est tellement horrible, évidemment la Suisse, je ne peux pas imaginer avoir des enfants dans un pays comme ça. Donc, je me suis fait stériliser. Voilà à quoi ont droit les étudiants. » C'est un exemple. Et je vous assure, donc, je ne m'amuse pas à donner les noms, mais après, si vous voulez vraiment savoir, je les dis bien volontiers. Il s'agit d'un historien qui passait tout le temps dans les médias, aujourd'hui un peu moins, pour vous dire que c'est vraiment un milieu, et souvent, on fait appel, ne l'oubliez pas, regardez de près, il y a en ce moment un prof français, marxiste évidemment, qui est en tête avec les étudiants à Lausanne, face au rectorat, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont payés, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils foutent en réalité? Alors, vous devinez qu'on ne passait pas mon temps à m'applaudir quand j'intervenais. Je ne vous raconte pas l'histoire de toutes les saloperies qu'on m'a faites, mais enfin, passons. Alors, si vous voulez, j'ai malgré tout, parce qu'il y a des gens qui lisent, qui savent lire, même au plus haut niveau, dont, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai souvent été invité par des ambassadeurs à présenter
le système politique suisse à l'étranger, que ce soit en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc., toute une série de pays, la France, etc., et d'autres pays. J'avais écrit une fois lors du refus en France de la Constitution européenne, dont on n'a pas tenu compte, j'avais écrit un article dans le Figaro et qui est arrivé jusque chez le président de l'époque, Chirac, qui avait ce côté un peu populo, et il voulait sérieusement envisager d'introduire un petit peu de référendum, il s'appelle ça. Et donc, son cabinet m'a demandé de préparer un dossier avec un bonhomme qu'il a envoyé en Haute-Savoie, parce qu'il aimait bien la montagne. C'est un très grand constitutionnaliste, Pierre Mazot, qui était à Thonon, on l'avait casé là, il était le représentant local. Et j'ai été, comme on me le demandait, j'ai été le voir. Et je suis arrivé, mais c'est tout juste qu'il ne m'a pas foutu à la porte. Représentant du président, il m'a dit, écoutez, si je vous reçois, c'est parce que le président le veut. Mais sachez que pas question qu'en France, on commence à voter tous les dimanches. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je repars tout de suite. Mais en tout cas, on ne vote pas tous les dimanches. Vous voyez, cette peur, cette trouille de la population, du peuple. Et c'est la même chose dans l'Union européenne aujourd'hui. Le plus grand ennemi de l'Union européenne qui est en train de devenir totalitaire, vous verrez, il y a des tests qui montrent très clairement qu'on est en train d'assister à un coup d'État au niveau de l'Union européenne. Vous verrez, c'est précis, il y a des arguments dans ce sens. Donc ça déjà pour dire, vous voyez, qu'on a une chance extraordinaire, et moi je suis fasciné par les gens qui ont inventé ce système politique suisse, qui nous a permis de résoudre des problèmes qui ailleurs créent des tensions formidables, créent des conflits, créent des guerres, créent du terrorisme, rapport aux minorités. Je reviendrai sur le cas du Jura, en passant juste. Alors, si vous voulez, première chose, et souvent, on m'a demandé, c'était en Hongrie, quand j'ai présenté le cas de la Suisse, en introduction, c'était un envoyé du gouvernement qui était venu, figurez-vous, pour remercier la Suisse d'avoir accueilli tant de réfugiés hongrois en 1956. Et vous devinez que, je ne sais pas si on est nombreux à se plaindre des anciens réfugiés hongrois. Hein. Je ne crois pas qu'il y en a tellement qui ont donné dans la criminalité. Aucune allusion avec la situation actuelle, évidemment. Donc, la question c'était pourquoi, avec toutes ces différences que vous avez en Suisse, géographiques, religieuses, idéologiques, régionales, etc., pourquoi vous ne vous entretuez pas? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question. La démocratie directe, bien sûr, on pense tout de suite à l'initiative populaire et au référendum. Mais je pense qu'il faut réaliser que l'atmosphère de la démocratie directe, c'est beaucoup plus qu'une technique électorale. Alors, vous voyez, toutes les critiques, on pourrait les énumérer, sont totalement non pertinentes. C'est beaucoup plus qu'une technique électorale. C'est un état d'esprit spécifique, quotidien. Comme disent les anthropologues, un phénomène social et politique total. Ça concerne tous les domaines de la société, la démocratie directe. Ce n'est pas seulement quand on vote sur une initiative. Il est inimaginable qu'on gouverne. Je donne un modèle un petit peu idéal. Et après, bien sûr, vous allez nuancer en me disant « Ah oui, mais quand même, ceci, cela ». Oui, je fais un peu un schéma idéal, mais je pense que nous devons nous réarmer politiquement pour résister à ce qu'on veut nous imposer du côté de l'européenne, par nos gens, nos responsables, n'est-ce pas? Vous avez maintenant les hauts fonctionnaires qui négocient à Bruxelles changent régulièrement, et on nous dit, cette fois, on va trouver un bon accord, une bonne trahison. Je n'hésite pas à dire le mot. Donc, si vous voulez, il faut absolument avoir ce réflexe quotidien par rapport aux problèmes qui se présentent devant nous tous les jours, en politique et autres. En Suisse, tout peut être discuté par tous. C'est un modèle foncièrement délibératif, même si aujourd'hui certains le transcendent,
Et vous avez aussi des professeurs qui disent aux étudiants que la démocratie, ça ne vaut pas la peine, qu'il faut passer par la violence. Seule la violence, alors on dit symbolique, que seule la violence est payante. Eh bien, je pense que ce n'est évidemment pas le cas, que ça demande plus d'efforts, n'est-ce pas, de s'intéresser au système politique suisse, de le pratiquer dans la vie de tous les jours, pas seulement lors d'une initiative, que, évidemment, de vite aller bloquer une route et de se dire qu'on est en train de sauver l'humanité. Entre parenthèses, une petite allusion, j'en ferai de temps en temps aux problèmes d'actualité, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, n'est-ce pas, condamne la Suisse parce qu'elle ne fait pas assez au niveau écologique de l'environnement. Bien. Alors, en général, on approuve. Il y a le conseiller fédéral Rösti qui a été assez courageux, qui a dit qu'il fallait voir et analyser la situation. Mais il n'a en tout cas pas dit bravo, bravo. Comme on fait avec le racisme, n'est-ce pas, quand on est attaqué sur le racisme, là, il y a tout de suite les commissions fédérales contre le racisme qui s'inquiètent et qui disent on va tout de suite regarder ça de près, mais on ne parle jamais, jamais des 350 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Le terme de racisme anti-blanc, tabou, ça n'existe pas. Vous voyez, cette partialité qui, je ne sais pas, moi ça me révolte quand j'entends toujours ces choses. Alors vous avez par exemple, pour prendre l'exemple du racisme, il y a toutes sortes d'experts, de rapporteurs spéciaux de l'ONU. Il y en avait un, c'était Doudou Dienne. J'avais titré Doudou en Helvétie. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Vous voyez, c'est pour vraiment nous réarmer, encore une fois, pour ne pas accepter ce genre de situation. Alors, ce Doudou Dienne passe d'un groupuscule à l'autre, en 2-3 jours au Tessin, etc. Toujours, évidemment, des gens de gauche, marxistes, tout ce que vous voulez. Ah oui, le racisme est fort en Suisse. Conférence à Neuchâtel, devant les autorités. Et ce sont des amis africains, une société d'Africains, qui m'ont dit, il faut que vous veniez, parce que ça ne va pas, on a vu ce qu'il veut dire. Vous venez, puis vous dites ce que vous pensez. Bon, j'ai été, et puis il a développé son truc. Applaudissements, conseiller d'État, tout, oui, oui, la Suisse est raciste. Et puis j'ai dit à ce Doudou Dienne, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte ce que votre discours provoque sur la population suisse en entendant quelqu'un comme vous? Et il me dit, ah écoutez, ça c'était pas dans mon mandat, j'ai pas pensé à ça, mais je suis d'accord, c'est intéressant de débattre avec vous. J'ai dit, très bien, je sais que ça ne se produira pas, mais moi je suis d'accord, ok. Donc voilà, vous devinez, ça n'a jamais eu lieu, mais tout le monde était content, et l'exercice est rituel. Jamais vous avez ces délégués qui vont en Afrique du Sud, la manière dont sont traités les Blancs. Vous savez que c'est terrifiant dans certains quartiers. Vous avez des Blancs qui sont dans la misère, qu'on a exclus à l'extérieur. Des persécutions des chrétiens, non, ce n'est pas 1000, ce n'est pas 500, c'est 300 millions dans le monde. Vous voyez, cette partialité, cet aveuglement, engagé, bien sûr, fanatique, idéologique, c'est cela que j'ai de la peine à supporter. Donc, de dire que la démocratie directe, c'est un phénomène pas que politique, social, culturel, quotidien, où nous sommes mobilisés, habitués à prendre position, à délibérer, à nous engager évidemment encore plus. Ça va devenir de plus en plus nécessaire, parce que sinon on va se faire avoir par rapport à l'Union européenne, vous pouvez être sûr. Donc ce côté qu'il n'y a pas d'évidence, si vous voulez, il n'y a pas d'évidence dans un espace public de discussion délibératif. Toute évidence est mise en cause. Et c'est par la discussion qu'on trouve des solutions, et non pas par l'action violente. C'est ça, le système politique suisse, un des aspects. Le fédéralisme. Alors, vous voyez, là, vous me dites, mais c'est une tarte à la crème, le fédéralisme. Le fédéralisme, voyez à quel point le sens du mot fédéralisme a pris un sens totalement opposé dans l'Union européenne.
C'est quoi l'Europe fédéraliste? C'est encore plus centralisé. C'est un pouvoir centralisé fort qui gouverne par ukase, par diktat. C'est ça quand on parle de fédéralisme au niveau européen. Et vous savez, je pense que Macron a en tête de devenir le président de cette Union européenne future. Je vous dis, certains prétendent que c'est un coup d'État. Oui, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, il y a une chose importante. En ce moment, dans les discussions, on aimerait arriver à éviter que pour les décisions, il y ait l'unanimité des pays. On aimerait arriver à la majorité qualifiée, vous voyez, en tout cas pas à tous. Vous imaginez, personne ne réalise ça, vous imaginez le saut que ça représente. Ça veut dire que tous les autres pays devront se plier aux décisions de quelques pays, par exemple, par un fou comme Macron. Personnellement, je ne peux plus supporter, j'éteins dès que je l'entends. J'ai jamais vu un président, tous les jours il parle, tous les jours il parle. Ce n'est pas ça le rôle d'un président. Sachez qu'à ce propos, par exemple, De Gaulle, on le cite beaucoup ces temps, je dois dire que je trouve qu'on ne critique pas assez quelle a été son attitude lors de la fin de la guerre d'Algérie, quand il a laissé des Français se massacrer par milliers. Ça, je dois dire que je ne peux pas accepter une telle chose et qu'on n'en parle pas davantage. En revanche, dès le départ, De Gaulle, ils avaient déjà essayé d'introduire, non pas l'unanimité des pays, mais une majorité plus ou moins qualifiée. De Gaulle a dit, pas question, jamais j'accepterai cela. Première chose, ça c'était déjà très important. Deuxièmement, vous savez qu'un des premiers dirigeants de ce qui allait devenir l'Union européenne, c'était un ancien nazi, Walter Hallstein. C'était un nazi. Et De Gaulle a dit, si celui-là continue, c'est fini. Donc ils l'ont éjecté. Mais Asselineau, qui est, vous voyez, il fait 1% aux élections, mais il a dit des choses très importantes. Il a listé tous les nazis qui étaient en fait à la base de la fondation de l'Union européenne. Donc vous voyez, le fédéralisme, c'est quelque chose de tout à fait différent. On pourrait dire que nous avons en Suisse une sorte de patriotisme multiple. C'est vraiment la décentralisation réelle où, si vous voulez, on est à la fois patriote communal, patriote cantonal, patriote fédéral. Ce que la commune peut faire, le niveau supérieur ne doit pas le faire, et ainsi de suite. C'est totalement à l'opposé de ce que veut nous imposer l'Union européenne. Totalement. Et j'irai plus loin. Je pense fondamentalement que le système politique suisse gêne l'Union européenne. Ils aimeraient que ce cas n'existe pas, parce qu'on prouve que ça peut marcher tout à fait autrement, tout à fait à l'opposé du fonctionnement actuel, mais surtout futur, de l'Union européenne. Raison de plus pour cultiver ce système politique, s'y engager, exploiter toutes les possibilités, la neutralité. Bon, là, en pleine discussion en ce moment, vous voyez toujours ces termes. Il y a par exemple une ancienne conseillère fédérale qu'on entend tous les jours. Elle donne des cours à l'Université de Genève à 75 ans. Elle est invitée automatiquement. Alors, la neutralité doit être évolutive. Il faut étendre cette neutralité. Elle doit être dynamique. Tout ça, c'est de la foutaise. Je suis désolé, c'est de la foutaise. Il ne faut pas entrer là-dedans. Parce qu'à la fois, on va voir Ahmadinejad, l'ancien dictateur iranien, n'est-ce pas, avec le voile, enfin tout ça, passons. La neutralité, je pense que c'est capital. Ce qui compte, c'est l'image qu'on a de nous. Il faut que nous arrivions à continuer à imposer cette image. Bien sûr, on ne l'est pas à 100% toujours, on doit faire parfois des accommodements, mais ça doit être un principe fondateur de base. C'est ça qui est capital. Et vous voyez, il a fallu l'exemple de la Russie pour qu'on comprenne qu'on pouvait mettre par terre la neutralité en un rien de temps. Le fait de s'associer aux sanctions contre la Russie, c'est quelque chose de terrifiant. Les conséquences sont énormes, gigantesques. On est dévalorisé. Vous n'avez pas oublié qu'on avait reçu, dans le cadre de la neutralité,
Gorbatchev et Reagan à Genève. Tout ça, c'est terminé à cause de ces esprits malades. Je suis désolé, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'est notre système politique. Et surtout, ils ne le défendent pas. Ils ne pensent qu'à le réformer, à le modifier, à l'améliorer, bien sûr, en le cachant plus ou moins. Vous allez voir là ce qui va sortir de l'Union européenne. Un autre exemple, pendant que j'y suis, la Cour européenne de justice donc, qui a condamné la Suisse. Ce que peu de gens savent, c'est que cette Cour européenne de justice, quand on les voit, n'est-ce pas, tous ces avocats avec la robe, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la grande partie de ces juges, entre guillemets, n'ont pas fait d'études juridiques, ne sont pas juges, sont d'anciens responsables d'ONG de gauche. Je prends la responsabilité de le dire, je le sais, c'est prouvé. Il y a un professeur qui a un institut de droit qui fait un boulot magnifique sur ce point-là. Et en plus, ces prétendus juges sont financés, devinez par qui? Devinez par qui ces ONG qu'ils représentaient, et ils ont fini juges à la Cour européenne de justice, par qui sont-ils financés? Soros, évidemment. Il finance 300 ONG connues. 300 ONG connues. En ce moment, en Hongrie, vous avez des dizaines de milliers de manifestants qui manifestent contre Orban, qui est totalement démocratique, qui essaye de négocier avec l'Union européenne, de garder certaines de ses valeurs tout en négociant, parce qu'il a besoin de l'argent. 20 milliards dans un pays, ça compte. Néanmoins, eh bien, on a décidé de le faire chuter. C'est du jour au lendemain des dizaines de milliers de manifestants dans la rue. Allez, c'est une plaisanterie. Tout ça est organisé, financé, déterminé, très clairement. J'espère qu'ils n'y réussiront pas. C'est vrai qu'il y en a un autre qu'on persécute en ce moment, tous les jours, des faits divers, des choses, c'est évidemment Trump. Je me demande parfois, peu importe qu'on soit pour ou contre, comment cet homme tient le coup. Bon, mais il a tout le monde contre lui, tout, la CIA, la justice, tout le monde. Chaque jour, on essaie de trouver un nouveau truc pour le faire chuter. J'espère bien qu'il tiendra le coup. Vous voyez, alors l'affaire sordide en ce moment, on sort ça pendant la campagne, un procès. C'est vraiment, voilà les méthodes, la façon dont on peut procéder, dont sont capables certaines forces politiques pour empêcher une politique différente qui nous conviendrait mieux, plus adéquate, plus réaliste. Donc, si vous voulez, le fédéralisme, bien sûr, vous voyez, en Suisse aussi, il y a des choses qui passent des cantons à la confédération. Bien sûr, on voit mal chaque canton avoir son armée, bien sûr, mais fondamentalement, vous voyez, c'est le principe. Ça responsabilise les communes, les citoyens, et on peut vraiment se prononcer sur toute une série de choses. La subsidiarité, eh bien, c'est ça. Parmi les choses aussi dont on se moque, parmi ces professeurs, n'est-ce pas, qui veulent réformer, alors, vous voyez, par exemple, il y a, à part ces forums citoyens, réalisez quand même, si on suit un petit peu les médias et la presse, eh bien, ce professeur qui propose de faire des sondages pour arriver à un groupe aussi représentatif que toute la population, n'est-ce pas? Il vient de recevoir 1,5 million du Fonds national pour créer ces forums citoyens. Mais ça n'a aucune légitimité démocratique. On sait très bien qu'en Suisse, on se plaint toujours de l'abstention. Mais personne ne vote tout le temps. L'important, c'est que si on veut, on peut voter. Si on veut, on peut voter. Ce qui est totalement impossible ailleurs et qui le sera, qui n'est déjà pas possible au niveau de l'Union européenne. Eh bien, ces processus, si vous voulez, pardon, ces processus qui sont propres à la démocratie directe, vous voyez, on se moque du consensus, on se moque du compromis, on se moque du pragmatisme suisse. Eh bien, toutes ces caractéristiques, il faut les opposer au fanatisme idéologique. Nous ne fonctionnons pas au fanatisme idéologique, même s'il y a quotidiennement maintenant des groupuscules qui imposent leur fanatisme idéologique. Donc, on oublie que quand il y a un problème important qui doit être résolu au niveau national,
il y a des consultations très très larges. Ce sont des centaines d'organismes cantonaux, communaux qui sont consultés avant qu'on propose un projet de loi. Mais ça, c'est typiquement le système politique suisse. Alors on dit, ouais, des compromis, pragmatisme, consensus, c'est mou. Ça a un fondement ensuite, ça a un fondement solide parce que c'est partagé par une grande partie de la société. Et puis il y a une chose qui est importante, qu'il faudrait de temps en temps aussi rappeler, c'est la modestie du faste du pouvoir. C'est vrai qu'on va de plus en plus dans le sens où on veut imiter d'autres pays. Je me souviens avoir été parfois invité en France. Mon Dieu, la mise en scène. On vient me chercher, j'avais tout le temps, on vient me chercher en voiture spéciale à la gare pour tenir un discours chez les militaires. Oui, ça arrive qu'un Suisse soit invité chez les militaires. Remarquez qu'avec Chirac, je n'ai pas terminé l'histoire. J'aurais pu ajouter, j'ai fait le rapport et il était prévu que je rencontre Chirac pour lui expliquer encore davantage. Alors, au dernier moment, le cabinet me dit, voilà, écoutez, le président est très pris, évidemment ce que je comprends, mais il aimerait que vous développiez le document que vous lui avez envoyé. Ok. Et j'apprends, écoutez bien, j'apprends des années plus tard, par un autre ambassadeur, de nouveau, le nom est un peu important, mais j'ai trouvé courageux, eh bien, voyant que j'avais rendez-vous avec le président Chirac, l'ambassade de Suisse à Paris était vexée et a dit qu'il n'y avait pas de raison à ce qu'ils reçoivent ce professeur et qu'eux ne sont pas reçus. Voilà la raison qu'un ambassadeur m'a dit un jour. Je vous dis, voilà, modestie du faste. Et puis aussi, vous voyez, par exemple, un désaveu des autorités dans certains pays peut faire chuter un gouvernement. En Suisse, pas de problème. Bon, ils ne sont pas contents, évidemment. Vous vous souvenez de, j'allais dire la gueule, pardon, la tête de Delamura, Felbert et compagnie, quand la Suisse a refusé les et. Hein. Ils étaient catastrophés, mais ils n'ont pas démissionné. Ainsi de suite. On continue. Ça fait partie du jeu. C'est ça, la discussion, la délibération, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais le sommet, quand même, de la trahison de la démocratie directe, c'est quand on arrive au stade, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs cas, mais en tout cas celui-là, l'initiative sur l'immigration de masse 2014, acceptée par le peuple, non appliquée. Déjà, il faut se dire que ça, c'est très mauvais signe. Mais il a fallu développer une deuxième initiative pour demander l'application de la première. Vous vous rendez compte où on va? Tout ça, il faut lire ces signes. C'est évident qu'on ne l'accepte pas. Entre parenthèses, je peux vous dire que il y a toujours, je ne sais pas, à la chancellerie fédérale, un groupe de travail qui était chargé d'envisager des mesures pour limiter la démocratie directe. Chancellerie fédérale, qui est des groupes qui disent sur ça, pas de problème. Hein. Ça, évidemment que ça va exister. Mais qu'à la chancellerie fédérale, ça veut dire qu'ils ont un ordre quand même pour limiter, empêcher qu'on puisse développer des initiatives sur certains sujets. Vous imaginez des sujets importants. Et il va de soi que maintenant, vous pensez le nombre de personnes à Berne qui ont réfléchi pour savoir comment faire pour faire passer les accords avec l'Union européenne sans passer par le peuple. Eh bien, en aucun cas, il faudra accepter ça, c'est clair. Parce que les conséquences, vous voyez, si vous réfléchissez à l'ensemble du système politique tel que je l'ai déjà décrit, c'est mettre en cause des traditions, des pratiques politiques, culturelles de longue date. La population a été identifiée à ces pratiques. On leur dit du jour au lendemain, vous n'avez plus rien à dire. Vous savez, il y a d'ailleurs une... je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle où la commissaire du Luxembourg, Viviane Reding, qui est d'ailleurs souvent à cran, est intervenue au Parlement français pendant une session. Mais je vous dis, je me suis dit, j'ai pas bien compris. Elle était devant le Parlement et elle a dit, écoutez, vous pouvez carrément arrêter de travailler. Tout ce que vous faites ne sert à rien. Tout ce dont vous discutez, ça se décide au niveau européen. Elle va devant le Parlement
complet pour dire ça. Mais ça devrait nous mettre un peu la puce à l'oreille, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Oser avoir une telle démarche. Vous imaginez le mépris souverain des pouvoirs locaux. Oui, il y a une idée de mettre en place un président de l'Union européenne avec une espèce de directoire de quelques personnes. Le Parlement n'a pas grande importance. Le Conseil des chefs d'État ne serait plus très important. Eh bien, et malgré ça, je suis absolument persuadé qu'à Berne, on sait tout ça, ou on ne veut peut-être pas le savoir. Tout ça est en route, est en cours, et on nous dit, oui, l'accord est bientôt prêt, on va y arriver cette fois. Il faudra passer du temps à essayer de l'éviter à tout prix. Maintenant, il y a une chose peut-être qui serait intéressant à souligner. Pour ne pas rester au niveau théorique, mais vous voyez bien que chaque fois j'essaye, et c'est pour ça que j'ai tous ces documents, d'avoir des cas concrets. Alors, par exemple, le système politique suisse permet de gérer des problèmes qui ailleurs ont donc débouché sur des conflits graves, le terrorisme, les minorités basques, Irlande, etc. Eh bien, nous avons eu le cas du Jura. N'oublions pas, peu importe, n'oublions pas qu'il y a quand même eu une occupation militaire du Jura, hein, il faut quand même le rappeler aussi. Donc c'est une lutte de plusieurs dizaines d'années pour obtenir un canton. Alors, évidemment, les gens à gauche, certains rigolaient, se battre pour un canton. Vous vous rendez compte, se battre pour un canton. Mais c'est ça la subsidiarité, c'est ça le fédéralisme. Si vous voulez, chaque unité culturelle peut trouver son autonomie d'expression, de décision, et sans domination ou ressenti comme telle. Eh bien, ça a pris du temps, sacrément de temps, mais il n'y a pas eu, si vous voulez, des centaines, des milliers de morts pour arriver au canton du Jura. Et ce n'est pas fini d'ailleurs. Vous voyez, d'abord c'est le canton, ensuite c'est les communes, ensuite c'est les districts. C'est ça, la méthode, elle est lente, mais on économise beaucoup de morts, des assassinats, du terrorisme. Encore une fois, même s'il y en a eu quand même un peu, il faut le dire, mais comparativement, c'est très peu. Donc, si vous voulez, j'écrivais que je trouvais formidable que le Jura ait si rapidement un conseiller fédéral. C'est ça notre système. C'est ça notre système. Alors, on m'a dit, ah, tu soutiens maintenant les socialistes. J'ai dit, mais je m'en fous, pas du tout, peu importe. C'est pas que ce soit un socialiste ou quelqu'un de droite, c'est le fait qu'on gère un problème comme ça. À peine le canton est-il né qu'ils sont déjà au gouvernement. Peu importe, ça changera avec le temps. Bon, en plus, je connaissais assez bien, pour une raison simple, c'est Elisabeth Baumschneider. Elle voulait absolument aller avec moi rencontrer un intellectuel français que vous connaissez de nom, certainement, Edgar Morin, qui maintenant a 100 ans, un peu plus de 100 ans, que je connais depuis très longtemps. J'ai été chez lui, il habitait chez moi, etc., etc. Elle a su ça. Elle a dit, vous me feriez le plus grand plaisir si on allait le voir ensemble. J'ai dit, écoutez, voyons, il y a une chose qui me gêne, et je lui ai dit, je ne sais pas si parce qu'on devient âgé et qu'on est prêt à faire un certain nombre de compromis pour qu'on parle encore de soi, j'espère qu'on y échappera. Vous avez peut-être vu que ce Edgar Morin a fait 2 livres avec qui? Oui, avec Tariq Ramadan. Alors ça, pour moi, ça a été trop. Vous voyez, là, j'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit non, Edgar, tu vois, là, je ne suis plus d'accord. Désolé. Il m'a dit, documente-moi. J'ai dit, écoute, tu sais bien que cet islamisme-là et le nazisme, c'est la même chose. Il m'a dit, mais documente-moi. Plaisanterie, il savait très bien qui était là. C'était avant que lui arrivent ces histoires qui sortent maintenant. Mais quand même, donc, pour dire que, vous voyez, au-delà des idéologies, le fait qu'il y ait un conseiller fédéral, ça peut paraître dérisoire à certains, eh bien, je trouve que c'est capital pour résoudre des problèmes. Eh bien, c'est ce système politique-là qui permet de faire ce genre de choses. Maintenant, j'aimerais prendre un cas particulier. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais celui-là, un des cas, je tiens beaucoup. C'est, je pense que, si vous voulez, l'évolution
de nos sociétés au niveau politique, plus général, il y a un révélateur privilégié, c'est pour moi la nationalité, la naturalisation. Alors là, je pense que peu de gens ont la mémoire de l'histoire de la naturalisation, pas depuis tous les temps, mais disons depuis les années 60, 50, 60, 70. C'est extrêmement important pour vous montrer aujourd'hui, vous avez une espèce d'obsession à gauche, tout particulièrement à gauche, mais souvent la droite est tétanisée, elle a peur d'être réactionnaire, donc elle finit par s'aligner. C'est le fait de faciliter constamment la naturalisation, une fois par le nombre d'années de séjour, une fois on dira il faut des droits, si ceux qui habitent doivent pouvoir voter, etc. Oscar a naturalisé beaucoup de monde, mais je suis sûr que ceux qui ont été naturalisés ont compris ce que c'était que la Suisse. Donc il y a une espèce de surenchère, et la gauche, systématiquement, je crois que j'ai 20, 30 initiatives qui chaque fois veulent rendre plus facile la naturalisation. Vous devinez où je veux en venir, avec comme effet ce que vous voyez en ce moment en France. Des gens qui ne sont pas du tout intégrés, adaptés. Au contraire, ils affirment leur culture, ils attaquent la France d'une manière particulièrement violente. Vous imaginez le chemin parcouru? Eh bien, je pense que la naturalisation devrait rester difficile, bien sûr, avec une identification à ce que je viens de dire, évidemment, mais on devrait pouvoir rendre beaucoup plus facile le retrait de la nationalité. Alors ça, c'est clair et net. Ce n'est pas possible que des gens qui sont, en l'occurrence français, c'est l'histoire du droit du sol et du droit du sang, là aussi, il y en a qui veulent le droit du sol en Suisse, en aucun cas. En aucun cas. Vous voyez, vous avez des Français qui sont français sans n'avoir rien de français. Ça existe sans doute aussi en Suisse. On voit bien le laxisme dans certains domaines. On arrivera bientôt au stade au niveau communal où des étrangers vont décider si des étrangers peuvent être naturalisés ou pas. Mais bon. Donc vous voyez, je pense que ça, c'est un indicateur fort de cette espèce de laxisme généralisé. On se laisse influencer, tétaniser. Solzhenitsyn l'avait dit, il est venu plein d'illusions en Occident et il a été frappé par notre lâcheté, le manque de courage. Vous imaginez le courage qu'a eu ce personnage et les autres qui étaient dans les camps, et ce n'était pas des prisons 5 étoiles. Ce qui le frappait, c'est notre lâcheté, l'incapacité de défendre notre société, notre système, et bien sûr de l'imposer à ceux qui veulent en bénéficier. Alors, pour vous dire comment on voyait la naturalisation dans les années 50-60. Naturalisation, la politique d'assimilation, ça allait de soi. Personne ne contestait l'assimilation, qui ensuite est devenu quelque chose de terrible. Assimiler quelqu'un d'une autre culture, ça ne voulait jamais dire qu'il devait quitter, renoncer à tout ce qu'il avait, mais partager complètement l'ensemble de la culture, des valeurs de la société vers laquelle il va. Alors, vous aviez dans les années 50-60, alors, des sociologues, mais d'une toute autre nature que ceux que vous trouvez aujourd'hui en train d'occuper avec les étudiants les universités. Alors, le plus célèbre, c'était Samuel Eisenstadt, qui a écrit sur l'assimilation dans les années 50. Aux États-Unis, c'était un courant très répandu. C'était la base de la politique de réception des immigrés. Je vous lis juste un petit passage de ce qu'il disait. On dit que l'absorption n'est pas complète, il parle vraiment des immigrés, on dit que l'absorption n'est pas complète aussi longtemps que les nouveaux venus n'ont pas cessé de posséder une identité séparée au sein de la société renouvelée. S'il n'en est pas ainsi, le groupe servira évidemment de point de ralliement aux tendances séparatistes, aux coagulations de groupes particularistes, d'où la naissance de tensions entre groupes. Cette perte totale d'identité
constitue donc le meilleur indice d'absorption totale. Il n'avait juste pas prévu que ça donnerait des quartiers où les autres citoyens ne peuvent plus accéder parce qu'il y a un contrôle d'identité par les dealers à l'entrée. C'est devenu encore bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et voyez cette définition de l'assimilation. C'était clair et net et c'était ce qui guidait la politique par rapport aux immigrés. On oublie cela complètement. Et juste pour vous dire que même en Suisse, il y avait aussi une sociologue qui s'occupait de ces problèmes à la même époque, dans les années 60. C'était une commission qui s'appelait « Rapport de la commission chargée de l'étude sur le problème de la main-d'œuvre étrangère » de l'OFIAM, 1964. Assimilation signifie l'approche graduelle par des représentants d'une culture étrangère de la culture d'une population stable d'un pays. La recherche scientifique, dans les années 60, sociologue, donc, dans les années 60, je dis bien, ce n'est pas il y a 2 siècles, cette dame s'appelait Zanoli. On a de grandes chances de réussir à encourager l'adaptation des ouvriers italiens en tenant compte des qualités psychiques suivantes. Capacité de supporter déception et médisance sans réaction d'apathie ou d'agressivité. Un rapport officiel du Conseil fédéral. Être prêt à accepter les rôles nouveaux, même s'ils sont désagréables. Ce rapport de Mme Zanoli s'appelait « L'assimilation des travailleurs étrangers », 1964. Donc, si je cite ces passages qui peuvent paraître surréalistes, c'est pour vous montrer le chemin qui a été parcouru jusqu'à aujourd'hui, où il est clair que, voyez, on a petit à petit commencé à parler de quartiers incontrôlables, d'associations entre la drogue et d'autres marchés. Vous imaginez ce qui s'est construit contre la société dite d'accueil. Eh bien, il faudra bien réintervenir pour définir autrement. Ça, c'est valable à moyen et long terme. C'est valable à moyen et à long terme. Bien sûr qu'il faut supprimer le droit du sol. Vous accueillez n'importe qui, tandis qu'une véritable vérification, ce n'est pas du tout être de droite, d'extrême droite. Ah ben voilà un mot. L'extrême droite. Vous voyez, ça, il faudra qu'on en discute parce que c'est le mot valise des gens de gauche, des journalistes de gauche, par rapport à tous ceux qui ne sont pas de gauche. C'est aussi simple que ça. Je voudrais quand même dire que l'extrême droite, ça a une définition. L'extrême droite refuse le système démocratique, refuse les élections, est pour la violence, est véritablement raciste, xénophobe. Il y a toute une série de caractéristiques qui sont propres à l'extrême droite. Et voyez, quand Breivik a tué 70 personnes en Norvège, on a tout de suite dit l'extrême droite. Christchurch, l'extrême droite. Là, le terme est adéquat, mais quand on l'utilise à tort et à travers, même le journaliste, je ne vais pas non plus citer de nom, tout le temps, l'extrême droite. Si on parle de la Hongrie, c'est l'extrême droite. Si on parle de Meloni, c'est l'extrême droite. On rappelle tout le temps qu'elle était post-fasciste, qu'elle était quand même un peu fasciste. Tout le temps. Mais vous pouvez être aujourd'hui encore ouvertement communiste. Mais vous vous rendez compte, il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, 100 millions de morts. Et on ose se dire communiste ouvertement. Quand même, ça mérite une réflexion. Vous imaginez si quelqu'un se disait aujourd'hui officiellement nazi, parti nazi, et on dirait, vous voyez, ce genre de discours. Mais il y aurait la révolte tout de suite? Non. Communiste, vous pouvez dire communiste. On dirait que les gens ne savent plus ce que c'est que le communisme. Alors on vous dira, il y en a d'ailleurs qui le disent, parmi les jeunes communistes, que ce n'est pas parce que le communisme n'a pas réussi jusqu'à maintenant qu'il ne va pas réussir un jour. Vous voyez, ce genre d'argumentation. Il faut le rappeler, 100 millions de morts, c'est ça le communisme. Il faut le rappeler. Vous voyez, juste pour vous dire ce que ça peut donner, quand vous avez des gens totalement d'accord, je termine alors dans 2-3 minutes, il faut que je vous lise 2-3 citations quand même, elles sont trop belles. Alors, vous avez en ce moment, pour vous montrer à quel point, quand il n'y a pas intégration, partage des valeurs de la société, c'est déjà
quand même quelque chose d'absolument formidable d'être accepté dans une société qui vous donne du travail alors que vous n'en auriez pas dans votre propre pays. Le nombre de personnes qui sont en Suisse qui n'auraient jamais eu la trajectoire qu'ils ont eue dans leur pays, même Italie, Espagne. Alors, vous voyez, pour remercier, vous avez eu récemment une polémique d'une musulmane en France. Si je prends des cas français, c'est que ne pensez pas que c'est exclu chez nous. C'est qu'une question de temps si on ne réagit pas. Une dame, Nassira El Moadem, à propos d'une mise au point pour les tenues des footballeurs. Vous avez peut-être vu ça. Elle a dit « La France est un pays de racistes dégénérés ». Voilà ce qu'on reçoit comme récompense d'avoir accepté ces personnes, qui sont françaises, disons-le bien. Hein. Et on oublie, vous savez, par exemple, le syndicat français des étudiants le plus important, l'UNEF, Sorbonne et tout, c'est en 2019 une musulmane qui était à la tête de ce syndicat des étudiants. Vous me direz qu'il n'y a pas d'étonnement avec ce qui se passe aujourd'hui. Après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'histoire de France. Voilà, on s'en balèque, on s'en balèque. Mieux, Kémy Séba. Vous avez peut-être entendu parler de ce rappeur. Alors, les rappeurs font fort. Alors, vous voyez, ils peuvent tout se permettre. On dit, oui, mais c'est du rap, ce n'est pas la réalité. Mais vous savez très bien qu'il y a des millions, des centaines de millions de jeunes qui écoutent ces propos. Et pour certains, c'est une raison de passer à l'acte, d'agir autrement, d'agir contre le pays qui vous a accueilli. Kémy Séba brûle son passeport français pendant son meeting à Paris. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir, libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre. Voilà ce que vous devez entendre. Et encore une fois, vous voyez, nous, on peut peut-être en rire, on trouve que c'est tellement exagéré, mais je vous répète, c'est par milliers que des jeunes écoutent, partagent cela et justifient ensuite toute une série d'actions. Quotidiennement, vous les voyez en France. Alors, le sommet, évidemment, c'est Nick Conrad. Là, je pense que vous l'avez vu. Je vous cite quelques extraits et après, on arrive vers la fin, si j'ai été un petit peu long. Ce Nick Conrad, toujours un rappeur, bien sûr, qui, lui, n'a pas été condamné, mais Christine Tazin, qui dirige un site, elle a été condamnée parce qu'elle a dit « islam assassin ». Vous voyez, la lâcheté de la justice aussi, c'est invraisemblable. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez un professeur juste avant la dernière citation, si je le trouve, si vous connaissez, voilà, je l'ai. Et c'est pour ça que j'ai un peu beaucoup de papier. Je pense que les citations sont importantes. Alors, vous avez un professeur, alors il n'est pas content que je le cite. Et pourtant, je ne fais que citer, l'illustrer. Un monsieur qui s'appelle donc André Kuhn, professeur de droit pénal, invité dans l'université Fribourg, Lausanne, Genève. On lui demande « Comment voyez-vous le droit pénal de demain ?» Nous continuerons à évoluer vers plus de douceur. Notre société n'a jamais été aussi sûre et douce qu'aujourd'hui. Un professeur de droit pénal demandé dans toutes les universités. Et vous regardez ce qui se passe, vous êtes vraiment scandalisé par ce qui se passe autour de nous, par rapport à des citations comme celle que je viens de vous signaler. Voici donc Nick Conrad. « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps. Divertir les enfants noirs, de tous âges, petits et grands. Fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort, que ça pisse le sang, pendus aux arbres dans le vide sidéral. Que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant, blafard et marrant. ôtez toute leur vie, qu'ils soient des objets sans vie dès à présent, possédez-les, mettez-les vos noms sur leur testament. » Et le refrain, pendez-les, pendez-les, et ça chanté devant des vastes auditoires, des scènes énormes. Et nous tolérons ça, on rit, on se dit, après tout,
on a besoin d'être fouetté de temps en temps, après tout, sans jamais réfléchir aux conséquences. Vous voyez, c'est ça. Les sciences de la communication ont une chose importante, c'est la théorie de la réception. Vous voyez, on entend ça, on peut dire, bon voilà, c'est du rap, mais la réception, comment ces propos sont reçus dans la société par les différents publics. J'ai pris l'exemple des jeunes. Eh bien voilà, ça c'est la réception. Il faut s'interroger sur la manière dont ces choses sont reçues et l'effet que ça a. Pour terminer, cette fois vraiment, en communication politique, ce qu'on voit tous les jours en communication politique et médiatique, il y a la chose fondamentale, c'est la définition de la situation. C'est la définition d'un problème, que ce soit l'asile, que ce soit la naturalisation. Il y a lutte entre les différentes définitions de la situation. Il y a lutte. Eh bien, nous devons lutter pour imposer nos définitions de l'Union européenne, de ce que nous voulons, de ce que nous ne voulons pas. C'est ça la communication médiatique et politique, même si elle est totalement pervertie, vous le savez. Uli Maurer, depuis qu'il est plus au Conseil fédéral, dit des choses très intéressantes. Il dit qu'il faudrait qu'on le paye pour qu'il regarde la télévision. Il a osé dire ça, vous vous rendez compte? La lutte pour la définition des problèmes, c'est ce à quoi nous devons participer. Nous devons donner notre conception, notre définition par rapport aux définitions destructrices de notre société. Et vous savez, c'est pas, je ne pense pas que j'exagère beaucoup, mais c'est évidemment un appel au réveil, à utiliser notre système politique pour le faire perturber et l'emporter sur les forces destructrices, qui sont bien plus perverses et agissantes qu'on l'imagine. Merci.